Donc, bonjour, je vous propose de commencer ce webinaire, Grand Testeur sur le sujet de l'optimisation et la digitalisation des services des communes et intercommunalités par l'expérimentation. Donc, c'est un webinaire qui est organisé à l'initiative de la région Grand Est et opéré par le programme Grand Testeur et donc l'agence d'innovation et de prospection à l'international Grand Innov Plus. Avant de peut-être zoomer sur ce sujet de l'optimisation, la digitalisation des services, je vous propose quelques éléments de rappel sur le programme Grand Testeur. Donc, le programme Grand Testeur, c'est un programme à l'initiative de la région Grand Est qui a pour ambition de faire du territoire du Grand Est un laboratoire d'innovation et d'expérimentation à ciel ouvert. Et donc, ça part du principe simple qu'on a des territoires qui sont en transition. Donc, on parle de transition numérique, de transition écologique, de logique d'attractivité, d'inclusion, etc. Et qu'en face, on a des entreprises, des structures innovantes qui développent des produits et services innovants au sein du Grand Est qui peuvent répondre à ces enjeux de transition. Et donc, on va dire l'ambition du programme est vraiment de faciliter la collaboration entre ces acteurs afin d'une part de soutenir le développement économique des entreprises innovantes régionales et également d'accompagner la transition des territoires. Ce par l'expérimentation, donc expérimentation territoriale, et peut-être je vous donne quelques éléments de plus pour bien définir ce que nous qualifions d'expérimentation. Donc l'expérimentation, on va dire, on peut avoir trois grands cas. Le premier qui est le fait de tester en conditions réelles un prototype, donc c'est-à-dire une solution en cours de développement pour l'améliorer dans la perspective d'une future commercialisation. Donc là, on est vraiment dans l'idée que les entreprises développent des solutions et souhaitent les tester avant d'attaquer leur marché. Également, on peut être dans le cadre où on teste des nouveaux usages d'une solution qui est déjà commercialisée par ailleurs. Donc, par exemple, c'est une solution qui peut être utilisée dans le secteur privé. On se dit qu'on aimerait le commercialiser dans le secteur public. Ben là, on va essayer de retravailler les usages. Également, on peut être dans le cas où on est soi-même un acteur qui souhaite expérimenter, une collectivité, une commune qui souhaite expérimenter une solution. Et donc, même s'il y a une solution qui est déjà commercialisée, on souhaite la tester pour évaluer son impact, ses résultats, et ainsi sécuriser un déploiement plus pérenne de la solution. Plus pérenne ou non, c'est-à-dire que la décision peut être aussi de ne pas déployer la solution de manière plus pérenne. Et dernier élément, il y a aussi cette idée de favoriser la co-construction de solutions qui répondent à des besoins non adressés par le marché. Et donc là, on peut être vraiment dans des logiques de partenariat entre des entreprises, des communes, des collectivités ou d'autres acteurs du territoire. Donc voilà quelques éléments de rappel sur ce terme d'expérimentation. Et donc aujourd'hui, on vous propose de zoomer vraiment sur le sujet de l'optimisation et la digitalisation des services au sein des communes et des intercommunalités. En effet, depuis plusieurs années, les acteurs territoriaux travaillent à la digitalisation de leur organisation, ainsi qu'à la mise en place de services publics toujours plus innovants. Et la transformation numérique les a invités à repenser leur mode de fonctionnement et de communication, tant dans leur stratégie de gestion interne que dans leur relation avec le citoyen usager. Face, on va dire, à ces évolutions, de nombreuses solutions innovantes se sont développées dans le but de soutenir cet objectif de transformation. Et donc aujourd'hui, ce webinaire est destiné à montrer que l'expérimentation de solutions innovantes peut accélérer les transitions prioritaires des collectivités, des communes, des EPCI, en leur permettant de tester l'innovation, voire à terme d'acheter cette innovation. Et également, ce webinaire a pour but de montrer aux entreprises régionales qui œuvrent dans ces sujets que les acteurs du territoire du Grand Est peuvent être de bons partenaires pour expérimenter et obtenir des premières références. Et donc, pour discuter, on va dire, de ce sujet, on a 4 intervenants de choix aujourd'hui. Donc, on aura premièrement Franck Stigrist, qui est directeur territoire numérique au sein de la région Grand Est, qui nous parlera de sa mission autour des territoires numériques et de l'initiative Smart Test. On aura également Patrick Bayot, fondateur de la société Viatic, qui développe une solution de gestion à destination des élus territoriaux, solution du nom de Piloter ma commune. Et il nous parlera de la co-construction de cette solution avec certaines communes de l'Aube.
Puis nous aurons Philippe Hinault, qui est directeur de la mission attractivité numérique et écosystème de start-up au sein de Metz Métropole, qui nous parlera du dispositif Une start-up, une expérimentation, et zoomera sur une expérimentation avec Talios pour sécuriser la gestion des déchetteries. Et enfin, nous aurons Loïc Voluet, qui est fondateur de la startup Logiplace et qui nous parlera de la co-construction de sa solution Logisim, qui est une solution pour faciliter la gestion des cimetières. Ouais. Avant de transmettre la parole à notre premier intervenant, Franck Sigrist, je vous invite à poser vos questions, si vous en aviez, via le module questions-réponses de l'application. On pourra soit vous répondre en cours de webinaire, soit on aura un temps de réponse en fin de webinaire où on pourra prendre les questions à l'oral. Également, vous pouvez utiliser le module discussion si vous souhaitez rentrer en contact avec les autres participants ou les intervenants. Voilà. Et du coup, sans plus tarder, je transmets la parole à Franck Sigrist, donc directeur territoire numérique de la région Grand Est. Et je vais peut-être l'inviter dans un premier temps par se présenter et présenter sa mission au sein de la région. Bonjour, merci Alizé. Donc, Franck Sigrist, directeur territoire numérique à la région Grand Est. Alors, pour faire simple, la mission de la direction territoire numérique, c'est d'une part le déploiement du très haut débit fixe et mobile, notamment à travers deux projets, Rosas pour le territoire alsacien et Losange pour le reste du territoire de la région, et le soutien au syndicat mixte Moselle Fibre, notamment pour le territoire mosellan, l'accompagnement de la couverture en téléphonie mobile et notamment la résorption des zones blanches. Et puis, une fois qu'on a mis en place les outils pour accéder au très haut débit, c'est de déployer des usages et de permettre d'engager cette transition numérique dont a parlé Alizé dans ses propos introductifs, parce qu'une fois qu'on a la 4G, peut-être demain, de plus en plus la 5G, on a la fibre optique dans les territoires urbains et ruraux, il faut pouvoir s'en servir et il faut pouvoir développer de nouveaux usages et apporter de nouvelles solutions aussi bien aux collectivités qu'à leurs administrés. Merci Franck pour ces premiers propos introductifs. Également, je me posais la question avant de passer à la slide suivante sur quand on parle de territoire numérique, voilà, quels sont les grands enjeux? Est-ce qu'on parle uniquement de digitalisation des services publics? Est-ce que l'ambition est peut-être plus grande en fait en termes de digitalisation des territoires? Oui, alors pour ce qui est de la région, il y a plusieurs approches en matière de digitalisation. Il y a la digitalisation des entreprises, l'accompagnement des entreprises, que ce soit des startups ou des entreprises déjà bien implantées, à travers des projets comme l'usine du futur, l'accompagnement à la digitalisation des commerces, des artisans, des commerçants, etc. Il y a tout le volet éducatif, à travers notamment le lycée 4.0 et la mise en place d'un ordinateur pour chaque lycéen. Et puis, il y a l'accompagnement, on va dire, en matière de formation, en matière de reconversion professionnelle, en matière d'insertion et d'emploi. Et le dernier, ou le premier volet, c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans ma présentation là, c'est la transition numérique des territoires, parce que si les acteurs économiques évoluent, si l'enseignement, nos jeunes évoluent, il faut aussi que nos collectivités puissent évoluer, puissent apporter soit de nouveaux services. Certes, beaucoup de collectivités ont déjà des pages Facebook, des réseaux sociaux divers et variés, ont des sites internet, mais aujourd'hui, de plus en plus, nos administrés cherchent quoi? Cherchent des solutions en matière de télépaiement, que ce soit pour les ordures ménagères, que ce soit pour le périscolaire, pour les cantines, etc., etc., mais également pour, on va dire, optimiser ou évoluer dans les travaux au quotidien. Vous avez un petit schéma, alors il n'est peut-être pas forcément très lisible à cette échelle, enfin en fonction de la taille de votre écran, mais pour faire simple, on a des choses qui sont déjà très bien ancrées aujourd'hui dans les collectivités. Je pense aux gestions techniques centralisées, aux gestions techniques de bâtiments, que ce soit pour l'éclairage, que ce soit pour le chauffage. C'est quelque chose qui existe, de même que la vidéoprotection, la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui est
très ancré dans nos territoires, qui a peut-être un besoin, avec des nouveaux besoins en matière, y compris de demande dans les territoires plus ruraux que jusqu'à présent. Mais par contre, on a aussi de nouvelles applications parce qu'aujourd'hui, grâce à la fibre optique ou grâce à la couverture en téléphonie mobile, parce que les deux vont de pair et ce n'est pas une question d'opposer une technologie à l'autre, on peut engager de l'éclairage public intelligent. Je ne parle pas là d'extinction d'éclairage, mais tout simplement d'adapter la luminosité et détecter lorsqu'il y a un passage de piétons ou de cyclistes, l'intensité lumineuse va être plus forte et va de nouveau s'affaiblir. Vous voyez, alors c'est peut-être un petit peu rigolo dans l'image, mais l'arrosage, bah oui, parce qu'aujourd'hui on a un système souvent par horodateur d'arrosage, mais on peut très bien piloter cela à l'échelle d'une intercommunalité, et nos intercommunalités ont beaucoup grandi ces dernières années, et certaines se retrouvent sur des territoires très vastes, et l'intérêt de pouvoir piloter les choses à distance ne doit pas être signe de perte d'emploi ou de personnel, mais tout simplement d'optimisation des tâches et de meilleure gestion. Ensuite, peut-être aussi, alors la région se place là comme facilitateur. Si on peut juste revenir à l'autre diapo, pardon, avant de parler de ça. Donc, la région ne se place pas comme étant un donneur d'ordre, mais bien un accompagnateur. L'initiative reste une initiative territoriale. Elle peut être faite à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une intercommunalité. La région se place comme coordonnateur, comme facilitateur sur 10 briques. On va y revenir dans la diapo suivante après. 10 smart bricks, c'est-à-dire 10 territoires qui correspondent peu ou prou à des éléments sur lesquels il y a des applications. Alors, je ne vais pas dire que ce sont 10 domaines qui, par excellence, couvrent 100% des besoins, mais qui couvrent un très large panel de solutions aujourd'hui dans lesquelles une digitalisation de l'action publique peut être menée. Alors, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Ouais, voilà. Donc, les 10 briques, je vais rapidement les citer sans pour être... Alors, il n'y a pas d'ordre. Hein, vous avez d'un côté tout ce qui a trait à l'agriculture, l'alimentation, l'économie participative locale, le commerce de proximité, entre guillemets, la santé, les espaces partagés, la médiation, l'inclusion numérique, l'éducation, la formation, l'enseignement, les services publics, les relations aux citoyens, la démocratie participative, ensuite l'attractivité, le tourisme, le patrimoine, le sport, la culture, les loisirs, les transports et la mobilité, la sécurité, la prévention et la gestion des risques, la transition énergétique, la transition environnementale, l'habitat intelligent et l'économie circulaire. Voilà, vous avez 10 briques. L'idée, c'est ce travail, donc, à partir du moment où on dit on va faire émerger des smart territoires ou des territoires connectés, territoires, parce que smart territoire, si on devait le traduire, on devrait dire territoire intelligent, mais je pense qu'on peut être intelligent sans avoir forcément que la fibre optique ou la 4G à disposition. Mais par contre, territoire connecté ou territoire numérique, pourquoi de parler de la démarche smart territoire? La démarche smart territoire, elle a été travaillée avec 6 intercommunalités test, 2 communautés d'agglomération et 4 communautés de communes, donc en milieu ou très urbain ou périurbain, ou alors totalement rural, sans même avoir de ville-centre. On a 2 communautés de communes qui sont dépourvues de ville-centre. Le but a été de regarder comment construire un questionnaire qui ensuite sera mis à disposition de tout le monde, c'est-à-dire de l'ensemble des intercommunalités du Grand Est, que ce soit les métropoles, que ce soit les communautés d'agglomération, les communautés de communes, communautés urbaines également, je ne veux pas oublier celle du Grand Reims, pour évaluer leur propre degré de maturité numérique sur les 10 briques dont on parle. Et ce qui donnera un résultat, là, comme vous pouvez le voir sur l'effet cible ou l'effet toile d'araignée, c'est comme vous voulez. Ça permet d'identifier les projets. Alors les projets, soit des projets qui sont déjà engagés, soit des projets qui pourraient à un moment donné être engagés en cours de mandat. Le cas échéant, les faire partager, parce que l'idée après, c'est de
proposer tout à chacun de construire une sorte de plateforme communautaire dédiée aux collectivités, dans lesquelles, je prends un exemple tout récent parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec un territoire donné, un territoire qui voulait faire de la réalité virtuelle augmentée. Donc proposer aux touristes de se plonger dans la ville du Moyen-Âge. Et ne sachant pas comment s'y prendre, mais en fait, on avait un autre territoire qui l'avait déjà fait précédemment en 2019. Donc c'était là le fait de faire de la mise en réseau. Après, chaque collectivité est libre d'acheter la prestation auprès de n'importe quel industriel. Le but n'est pas, pour ce qui est de la région, de dire vous devez passer par l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C. Il y a beaucoup d'offreurs de solutions dans le Grand Est, mais je crois que là, Alizé est beaucoup mieux placée que moi pour pouvoir en parler et de pouvoir donc faire bien émerger des bouquets d'offres et de services numériques sur chaque territoire, notamment sur les territoires ruraux, mais qui sont adaptés aux besoins locaux. Il y a peut-être des endroits où la problématique, on le sait aujourd'hui, de la santé à travers la télémédecine est prégnante. Par contre, la problématique, ou le sujet lié au sport, à la culture et au tourisme l'est moins. Donc, chaque territoire va s'inscrire dans sa propre démarche et dans sa propre réflexion territoriale. Le but n'est pas de venir et de dire tout le monde va être traité de la même façon, qu'on soit dans l'Aube, dans la Marne, dans le Haut-Rhin ou en Moselle. Non, c'est pas une homogénéité. Chaque territoire a sa spécificité. Super. Donc, le questionnaire va être mis en ligne pour début juin. Le 1er juin, alors il sera en ligne et il sera auto-remplissable. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, chacun le fera à son rythme et chaque collectivité pourra donc remplir le questionnaire en 1 fois, en 2 fois, en 3 jours ou en 1 mois. Il s'adresse à l'ensemble des intercommunalités, à l'ensemble des villes moyennes. Alors, je ne dis pas des grandes villes parce que, bien sûr, les grandes villes, Metz, Nancy, Strasbourg, Reims, pourront aussi répondre à ce questionnaire. Mais je pense que les grandes villes ont déjà un degré de maturité qui est supérieur à d'autres territoires. Mais encore, une fois, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de frein, qu'on soit grande ville, ville moyenne ou intercommunalité rurale ou urbaine. Tout le monde aura accès au questionnaire de la même façon. Et chacun aura son résultat. Ce n'est pas un résultat partagé mis en ligne. On ne mettra pas, parce qu'on a un représentant de Metz Métropole, donc je vais citer Metz Métropole puisqu'il va intervenir, mais on ne va pas mettre en ligne le résultat spécifique de Metz Métropole. C'est un résultat anonymisé. Il n'y a que Metz Métropole qui connaîtra son résultat. Le but, ce n'est pas de faire de la concurrence interterritoire. Merci beaucoup, Franck, pour la présentation de ce travail. Et je pense qu'effectivement, autour de la table, autour de la table des participants, on a sans doute beaucoup d'intérêt pour ce diagnostic sur les aspects numériques. Je vois que le temps tourne et du coup, je vais, je pense, me tourner vers notre second intervenant, Patrick Baillot, qui est fondateur de la société Viatique, et qui va nous parler pour sa part de sa solution Piloter ma commune qu'il a co-construite avec plusieurs communes justement. Patrick, je vous passe la parole. Est-ce que vous pourriez du coup nous dire, vous présenter rapidement et nous dire quelques mots sur la solution et surtout sur la genèse du projet Piloter ma commune? Merci, bonjour. Je suis Patrick Baillot, donc fondateur de Viatique, le Viatique des élus locaux. C'est une solution d'ailleurs qui va pleinement s'appuyer sur le déploiement du haut débit dont vient de vous parler Franck. Mon activité professionnelle depuis 40 ans, c'est d'être consultant et formateur en management. Et parallèlement, j'ai été maire d'une commune rurale de l'Aube pour laquelle j'ai fait 3 mandats. Et c'est le croisement de ces 2 métiers, si je puis dire, en tout cas de ces 2 préoccupations qui m'a amené à créer Piloter ma commune, un espace de pilotage de la commune et de travail collaboratif pour les élus. Alors d'abord pour mes propres besoins quand je suis devenu maire, pour savoir ce que j'avais à faire en priorité dans ma commune, puis ensuite pour mes collègues élus qui se sont intéressés à mon outil de pilotage. Super. Et donc, comment a été, amorcée la co-construction de l'outil Piloter ma commune? Comment ça s'est passé étape par étape?
Alors, d'abord, le besoin, je l'ai vécu en tant que maire. Quand on est élu, on devient patron d'une collectivité à laquelle on connaît que ce qu'on a vu en tant que citoyen. Et là, je me suis rendu compte de la complexité pour tous les élus de saisir l'étendue de leur mission, ainsi que de pouvoir échanger avec leur équipe, composée de personnes bénévoles, les élus, qui n'ont qu'une vue restreinte des problématiques rencontrées par le maire et les professionnels, par ailleurs, qui vivent souvent dans leur propre silo métier, si je puis dire. Et partant de là, j'ai pris conscience de la difficulté d'impliquer ces personnes dans un mandat qui soit intéressant pour tous, élus, citoyens, fonctionnaires. Et ça m'a amené à réfléchir à un outil qui permette d'une part d'avoir une vue globale des points forts et des points faibles de la commune, et d'autre part qui permette à tous les élus de collaborer au projet pour que chacun des élus prenne une part active à son mandat, au-delà de participer périodiquement à des réunions de conseil municipal. Donc en 2014, j'ai décidé que je ne me représentais pas pour pouvoir me consacrer au projet de ce qui allait devenir piloter ma commune. Et en 2016, j'ai été incubé à la Technopole de l'Aube pour lancer le développement de la plateforme. Mais cette même année, la loi NOTRe est venue rebattre les cartes sur la compétence des élus avec la création de communautés de communes XXL, qui est venue perturber non seulement les liens entre communes et intercommunalités, mais aussi l'esprit des élus. Et j'ai attendu que les choses se décantent en écoutant le besoin de sens au niveau de l'intercommunalité. J'ai eu l'idée d'un outil pour aider les élus à retrouver leurs compétences suite à la loi NOTRe. Ok. Et donc, concrètement, comment s'est passée du coup la co-construction avec des communes? Comment les avez-vous identifiées? Comment s'est organisé ce travail? Alors, le lancement du développement de piloter ma commune date donc il y a un peu plus de 2 ans. J'ai répondu d'abord à un AMI régional avec des élus de 3 Champagne Métropole, pour lequel quelques vice-présidents et le DSI étaient intéressés. Mais le projet n'a pas été retenu par le jury régional. En fait, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai pas pu le représenter. Sur les conseils d'un proche, lui-même impliqué dans la vie des communes, il m'a dit, mais va voir les élus que tu connais bien. Je suis allé à la rencontre des maires d'une dizaine de communes de l'Aube, et j'ai constitué avec eux un comité de pilotage d'une dizaine d'élus et de DGS, alors à la fois des maires anciens, dont le président des maires ruraux, par exemple, dans l'Aube, des plus jeunes, des femmes, des hommes, des ruraux, des urbains, pour avoir une vue de sensibilité différente. Je leur ai proposé une réunion mensuelle avec des itérations pour créer un outil de pilotage à la fois de l'élu et en même temps un outil de gestion de la relation citoyenne. Et l'outil était presque prêt en 2020, mais il a fallu attendre presque un an. Vous doutez pourquoi, pour relancer la formation des élus des conseils municipaux en janvier 2021. Ça s'est fait sous forme de formation-action à la gestion de projet dans le cadre du mandat, plutôt qu'à l'outil numérique lui-même. On l'a financé d'ailleurs avec le droit à la formation des élus. La phase d'expérimentation est en cours en ce moment avec une dizaine de communes de l'Aube qui vont de 200 à 6000 habitants. Et nous ferons un prochain rendez-vous prochainement pour débriefer là-dessus avec le comité de pilotage. Super. Merci beaucoup pour ces explications. Et du coup, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un peu plus en détail l'outil Piloter ma commune? Oui, avec quelques slides. Donc, alors, Piloter ma commune, comme son nom l'indique, c'est à la fois une solution de pilotage de la commune, mais c'est d'abord une solution de travail collaboratif pour les élus et leurs partenaires. Sur ce deuxième slide, vous voyez, c'est le maire qui peut inviter tous les élus locaux, mais aussi les membres de l'équipe territoriale, pour collaborer dans le cadre des projets, avec des rôles définis selon leurs fonctions. Il est également possible d'y inviter des personnes externes sur des projets, des habitants, des responsables associatifs, des experts. Dans ce troisième slide, vous voyez, le maire distribue les rôles dans tous les domaines et les sous-domaines de compétences de la commune, à chaque personne, en fonction de ses compétences propres et de ses centres d'intérêt, pour créer ainsi des équipes projets. Et le référentiel communal couvre 100% du travail des élus, permet de faire l'autodiagnostic complet de la commune, c'est-à-dire tout ce que les élus ont potentiellement à faire au sein d'une commune. Dans ce quatrième slide, vous voyez chaque équipe a un chef de file qui va être en charge d'une thématique depuis la phase d'autodiagnostic pour identifier les points forts, les points faibles de la thématique, jusqu'à la phase d'étude de faisabilité ou de réalisation d'un projet, s'il est validé par le conseil municipal, bien sûr. Ça permet ainsi d'avoir une vue globale de la commune et beaucoup de projets sous le coude, prêts à présenter en fonction des priorités et des opportunités de financement. Et enfin, avec ce dernier slide, vous voyez, Piloter ma commune apporte aussi aux élus plusieurs types de ressources de formation et d'information, comme les retours d'expérience sur les projets réalisés dans le cadre de la Viatic Academy. Et cet espace donne accès en direct à une plateforme de formation agréée par le ministère de l'Intérieur, le campus des élus. Et donc, est-ce qu'éventuellement, vous auriez quelques conseils à transmettre à notre public, Patrick, par rapport justement à cet aspect de co-construction, d'expérimentation
que vous adressiez soit à des communes, des EPCI ou soit à des entreprises? Oui, alors en fait, les conseils côté collectivité, c'est plus sur le retour d'expérience. Il me semble qu'il faut effectivement laisser parler, enfin, il faut que les élus parlent de leurs problèmes plutôt que de directement chercher une solution. Ça permet aux concepteurs de leur apporter des réponses mieux adaptées, en comprenant mieux leurs besoins, plutôt qu'une réponse stricte à une demande qui recouvre souvent qu'une partie des besoins. Et côté entreprise, ben, en fait, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut aller assez vite voir les élus pour écouter leurs besoins. Voir avec eux les problèmes rencontrés, les faire travailler et réfléchir ensemble, parce que le choc des idées des uns amène d'autres pistes et opportunités avec les autres. Merci. Et peut-être, pour conclure votre intervention, Patrick, donc on a parlé de piloter ma commune, donc qui est un outil pour faciliter le quotidien des élus et des équipes municipales des communes. Vous aviez aussi éventuellement en tête de construire l'étage supérieur de la fusée, c'est bien cela? Tout à fait. En fait, la prochaine étape, c'est de co-construire, piloter mon interco, l'outil de pilotage des intercos et du travail collaboratif au niveau des EPCI, à la fois en agrégeant les besoins des communes pour dégager des projets communs qui viennent du terrain et qui permettent aux élus non seulement communautaires, mais aussi aux élus communaux de collaborer sur des thématiques transverses de l'interco et ainsi de redonner du sens collectif aux EPCI. Et j'en profite bien sûr pour vous dire que je cherche un ou plusieurs partenaires intéressés par un projet d'innovation collaborative avec une intercommunalité. Et moi, je suis à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et je suis prêt à vous rencontrer pour poursuivre la réflexion avec vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Patrick. Et pour ceux ou celles qui pourraient être intéressés par ces aspects de co-construire, piloter mon EPCI ou piloter mon interco, n'hésitez pas aussi à nous contacter côté Grand Testeur. On pourra faciliter la mise en relation avec Patrick Bayot. Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Donc, je vais me tourner à présent vers notre prochain intervenant, donc Philippe Hainaut, qui va donc nous parler du dispositif Une Startup, une expérimentation, ainsi que d'une expérimentation spécifique qui a eu lieu avec la startup Talios. Et je vais peut-être tout de suite laisser la parole à Philippe pour se présenter et présenter ses actions au sein de Metz Métropole. Oui, merci Alizé. Donc, Philippe Hainaut, je suis en charge du numérique à Metz Métropole. Le numérique, on va dire, sous deux grandes familles. La famille Smart Territoire, aménagement numérique du territoire, fibre optique, etc. Donc, plutôt développement réseau et usage. Puis de l'autre côté, tout ce qui tourne autour de ce que vous voyez derrière moi d'ailleurs, French Tech East, donc l'écosystème des startups, pour lequel j'ai justement créé ce dispositif dont on va parler, une startup, une expérimentation. Et du coup, justement, Philippe, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce dispositif et j'ai envie de dire même sur la genèse de ta réflexion sur ce dispositif? Alors, la première chose, c'est quand on est une collectivité, je m'adresse aux 59 collectivités qui nous écoutent, quand on est une collectivité, on se pose la question de savoir comment on peut aider une start-up, en tout cas une entreprise innovante qui est présente sur notre territoire. Parce que bien souvent, ces gens-là viennent vous voir en disant j'ai des clients partout, sauf ici. Alors, ce que je dis, je pense que ce n'est pas propre à Metz, je l'ai testé à Nancy ou ailleurs. Donc la vraie question, c'est de dire comment je fais pour aider. Alors, il y a une solution qui n'est pas forcément toujours, entre guillemets, permise, mais c'est facile de donner une bourse, quelque chose à une entreprise qui se développe. Mais quelque part, ça a un côté complètement éphémère et ce n'est pas forcément un élément important. Et je me suis dit, c'est quoi un territoire? C'est quoi une collectivité? Collectivité, c'est un ensemble de trois composantes. C'est des individus ou des groupes d'individus. C'est des lieux, des sites, je sais pas, des écoles, des musées, par exemple. Et puis, c'est aussi des espaces, ça peut être des routes, des champs. Et un territoire, c'est ça. Et donc, je me suis dit, plutôt que de donner de l'argent, nous allons financer des expérimentations en mettant à disposition d'entreprises du territoire un terrain de jeu, ce que j'appelle le terrain d'expérimentation,
où je vais y faire rencontrer un problème que j'aurais identifié, une solution portée par un tiers qui est présent sur le territoire et un financement qui est la contribution de la métropole. Alors, ça nécessite une chose très simple, hein. Ça nécessite d'avoir évidemment un regard d'amélioration continue de son territoire, ce que j'ai appelé le problème, et de l'autre, d'avoir le listing, en tout cas un observatoire de l'ensemble des entreprises innovantes du territoire pour savoir quelles sont leurs potentielles solutions. Et tout le jeu, c'est finalement de mettre une solution en face d'un problème. Et c'est comme ça qu'est née une start-up, une expérimentation. Merci beaucoup Philippe pour ces éléments de présentation du dispositif. Et est-ce que tu pourrais du coup nous en dire un peu plus sur l'expérimentation qui a eu lieu avec Talios, qui peut être, j'ai envie de dire, un bon exemple, un bon cas d'usage de l'action que tu as portée? Alors, Talios, comme vous allez pouvoir le découvrir sur le slide suivant, c'est une start-up messine qui travaille en tout cas, qui a une ligne de produits autour de la mobilité des ressources humaines. Et typiquement, pour des entreprises qui n'ont pas un lieu fixe de travail, ça peut être par exemple une entreprise de ménage, il peut faire pointer ses salariés sur un téléphone portable, globalement du pointage en mobilité. Et cette société, Talios, basée à Metz, je me dis comment je peux faire pour l'aider. Alors, je fais le tour des services, hein, à Metz Métropole, comme certainement dans beaucoup de collectivités locales, on pointe, enfin tout le monde pointe plus exactement. Donc, ce n'était pas forcément la bonne idée, puisque on est dans des logiques de marché public, il y a des pointeuses un peu partout, le pointage en mobilité n'était pas forcément à la mode. Je suis allé voir dans les satellites, type à l'agence d'attractivité, Inspire Metz, dans laquelle on ne pointait pas. Mais c'était un peu compliqué de leur imposer un pointage pour faire une expérimentation. Et donc, je me suis encore un peu plus éloigné, je me suis retrouvé chez Aganis. Alors, chez Aganis, il y avait un vrai sujet parce qu'il y avait certains pointaient, d'autres ne pointaient pas. Et puis, de fil en aiguille… Peut-être, Philippe, peux-tu nous préciser ce qu'est Aganis pour ceux qui ne seraient pas sur le territoire messin? Pardon, Aganis, c'est une agence de traitement des déchets. Donc, c'est eux qui font la collecte des ordures ménagères et c'est eux qui gèrent, entre guillemets, leur destruction, mais qui gèrent aussi les déchetteries. Donc, je rencontre la direction générale d'Aganis. Je crois que d'ailleurs, c'est son président, Merdoni, qui m'avait suggéré d'aller les voir. Et je commence à leur dire, est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter du pointage en mobilité? Et puis, de fil en aiguille, on en arrive à découvrir un problème de sécurité. Donc, un problème RH, un problème de sécurité dans les déchetteries, lié au fait de pouvoir détecter la présence ou pas. Enfin bref, une vraie problématique. Et renseignements pris auprès de l'ensemble des services d'Aganis, il se trouve qu'aucune solution n'a été clairement identifiée pour résoudre ce problème. Et donc, Aganis se met à dire, moi, ma solution, avec quelques développements, quelques ajustements, quelques évolutions, saurait répondre à votre problématique. Et là, on dit banco, on lance une expérimentation. Le problème, c'est la sécurité dans les déchetteries. La solution, c'est l'offre de Talios, optimisée ou modifiée. Et le financeur, c'est Metz Métropole. C'est de là qu'est née la première expérimentation d'une start-up, une expérimentation. Et concrètement, quelles ont été les différentes étapes de l'expérimentation? Sur quel calendrier cela s'est-il déroulé? Alors, quand on parle d'expérimentation, évidemment, on parle d'une durée limitée, typiquement 6 mois. On parle évidemment d'un risque, c'est-à-dire l'échec. D'ailleurs, quand on fait une expérimentation, on n'est pas sûr que ça va répondre à la problématique. Après, on est dans un monde un peu particulier. Je vais dire ça avec un grand sourire. C'est que vous allez voir Aganis, vous leur dites,
je vous finance une expérimentation, donc on parlait de quelque chose qui ressemblait à 20 000 euros, et je vous demande juste de piloter, entre guillemets, de suivre cette expérimentation. Alors évidemment, les gens d'Aganis, ils me regardent avec des grands yeux en me disant, c'est qui le gars-là qui arrive avec son chèque de 20 000 euros, qui nous donne sans rien exiger. Il y a un cadre. L'expérimentation nécessite un cadre. Donc, alors, le cadre, évidemment, c'est qui à l'époque, évidemment, et je compte bien d'ailleurs sur Grand Testeur, à nous aider à améliorer ce cadre. Le cadre, c'est comment on pilote une expérimentation à trois entre un qui paye, un qui fait et l'autre qui bénéficie du service. Alors, l'engagement, parce que c'est ça qui est très important, c'est comment se fait la contractualisation. On dit à Aganis, alors vis-à-vis d'Aganis, on dit, vous expérimentez, donc vous me certifiez que ça correspond à un problème chez vous, et au bout de 6 mois, vous êtes libre, à partir des résultats de l'expérimentation, de poursuivre dans un cadre pérenne, mais c'est là c'est vous qui financez. Mais on joue le jeu. Donc moi, je prends le risque de financer une expérimentation pour rien, ou presque, mais vous acceptez l'idée qu'on teste une solution et que si elle satisfait votre besoin, si elle couvre votre besoin, ben vous vous engagez à la prendre en compte dans une consultation, parce qu'évidemment, c'est l'autre aspect du cadre général, c'est dans quel cadre on est en termes de contractualisation. Parce qu'en fonction des seuils, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est obligé d'aller chercher 3 devis. Alors, on sait très bien qu'il y a un cadre exceptionnel pour des expérimentations, mais qui n'est pas forcément toujours très connu des commandes publiques, en tout cas des directions des commandes publiques dans les collectivités. C'est un sujet dont je parlerai d'ailleurs un jour avec mon ami Franck de la région, parce que je pense que c'est important de faire connaître cette capacité, parce que cette règle-là, ce dispositif-là permet d'augmenter le seuil, de le passer à 100 000 euros, ce qui est déjà énorme. Voilà, mais globalement, de trouver le cadre juridique. Alors, en général, hein, j'arrive à trouver 3 boîtes qui, pour faire dans l'esprit de la commande publique, j'arrive à trouver 3 boîtes qui pourraient répondre au problème. Mais je sais très bien que la société de Talios, elle a un coup d'avance. Voilà. Mais j'essaie de me remettre dans un cadre normal, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué de vouloir porter des expérimentations. Voilà. Merci Philippe. Et donc peut-être une dernière question. Hein. Selon toi, quels conseils donnerais-tu? Quelles sont les clés d'une expérimentation réussie? Alors moi, le message que je dirais, c'est pour les collectivités qui nous écoutent, je pense, de gérer en permanence cette dualité entre les problèmes et les solutions, c'est-à-dire d'avoir conscience de notre capacité à innover sur le territoire et surtout d'apporter des solutions ou de suggérer des solutions qui viennent du territoire. Ça suppose aussi de faire connaître le dispositif et donc de faire en sorte que les apporteurs de solutions puissent se faire référencer quelque part avec un référent. L'idée, qu'est-ce qu'une expérimentation réussie pour Aganis? Voilà, aujourd'hui, ils ont signé un contrat avec Talios. Ils ont résolu un problème qu'ils avaient depuis longtemps et pour lequel ils n'avaient pas de solution. Maintenant, ils ont une solution faite par une entreprise de Metz, ce qui pour Talios est génial, parce que non seulement ils ont un client à Metz, donc ils savent pourquoi ils sont à Metz, mais en plus, vous l'aurez compris, ils ont élargi leur marché, ils ont ouvert une nouvelle ligne de produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont sur le développement international dans le monde des déchetteries. Et évidemment, ce n'est plus le monde des entreprises des ménages ou le monde des entreprises du pointage en mobilité. Donc, ça leur a permis, sans investir d'argent, avec l'argent de l'expérimentation, de développer cette ligne de produits. Et globalement, pour tous ces territoires, qu'ils soient petits ou plus grands, c'est évidemment une contribution à l'identité du territoire en général et à l'identité numérique. Et puis, je vais juste, pour conclure, reprendre la phrase de Nelson Mandela qui disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Je crois que c'est vraiment très important de considérer qu'une expérimentation, c'est ça, c'est on apprend dans tous les cas. Et c'est à ce titre-là que je vous recommande
de pouvoir mutualiser nos expérimentations pour faire de nos territoires agrégés une force à l'échelle de la région Grand Est. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe pour cette intervention très, très intéressante. Et j'en profite aussi pour les personnes spectatrices aujourd'hui qui découvrent voilà, le programme Grand Testeur, l'action de la région sur ces sujets et l'action des entreprises ou des collectivités présentes aujourd'hui. Pour préciser qu'effectivement, si vous souhaitez vous lancer sur ces logiques d'expérimentation, l'équipe Grand Testeur est à votre disposition et n'hésitez pas à nous recontacter par la suite pour qu'on puisse organiser des temps d'échange et voir comment, que vous soyez d'ailleurs une collectivité ou une entreprise, vous puissiez vous bénéficier du dispositif Grand Testeur. Voilà. Et merci du coup Philippe d'avoir fini sur ces notes-là qui m'a permis de faire une parfaite transition. Et donc, pour finir ce tour de table, je vais à présent transmettre la parole à Loïc Voluet, qui est fondateur de la startup Logiplace et qui va nous parler de sa solution Logisim. Et donc, peut-être, Loïc, peux-tu commencer par te présenter rapidement et nous expliquer voilà, la genèse, la naissance du projet Logisim. Très bien, merci Alizé. En fait, moi, depuis que je suis tout petit, j'avais dit à mes parents que je ferais du droit. Et en 2007, après avoir obtenu mon master en droit de l'urbanisme, j'ai créé ma première entreprise, un cabinet de conseil juridique en urbanisme. Et c'est en fait à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer plusieurs élus. Et 10 ans plus tard, en 2017, un élu client chez nous, au titre de l'urbanisme, nous a fait part de son problème de gestion de cimetière. Lui, en fait, il a fait un raccourci très simple entre être urbaniste, gérer les espaces et faire des plans. Donc pour lui, en fait, on était capable de l'aider dans sa gestion de cimetière. À ce moment-là, moi, j'ai regardé, en fait, donc on parle d'une toute petite collectivité de la Marne, hein, Saint-Étienne-sur-Suippe. Donc, étant juriste, j'ai regardé en fait ce que les concurrents proposaient et j'ai vu qu'en fait il y avait un vide pour les collectivités, que c'était au final très complexe la partie législation. Et je me suis dit, il n'y a pas d'assistance en fait automatisée de cette gestion de cimetière. Et donc, comme ce maire-là nous avait fait la demande de l'aider sur sa gestion de cimetière, on a relevé le défi et on s'est dit, on va construire en fait une première version bêta ensemble avec l'aide d'un développeur. Et c'est à cette occasion-là vraiment qu'on s'est dit, oui, il y a peut-être quelque chose à faire auprès des autres collectivités, comme je pouvais parler en fait à différentes collectivités en même temps. Super, merci Loïc. Et donc, il y a eu vraiment cette expression d'un besoin d'une prise de commande initiale, hein, qui était une commande d'un client dans le cadre d'une prestation, hein, détrompe-moi si je dis des bêtises. Et donc, à quel moment tu t'es dit, ok, je vais élargir la discussion à plusieurs communes, car je pense qu'en fait, ce n'est pas un besoin spécifique, c'est un besoin générique où il peut y avoir une opportunité de marché. Alors là, j'avais véritablement la chance à l'époque de pouvoir faire des réunions au titre de l'urbanisme, mais dans beaucoup de collectivités, et donc de poser la question. J'ai toujours eu un très bon contact avec les secrétaires et avec les maires, et leur dire, j'ai un maire qui m'a parlé d'un problème sur ça, est-ce que vous ressentez le même problème? Et quel pourrait être, en fait, selon vous, le logiciel idéal pour gérer votre cimetière? Donc oui, ça a été en fait une commande d'un client, mais qui ne s'attendait pas du tout à ce qu'on développe au départ une véritable solution complète pour lui. Mais on avait dès le départ l'idée de se dire, si on le fait pour une collectivité, autant le proposer à d'autres collectivités. Ok. Et donc peut-être peux-tu, alors on a beaucoup parlé de manière assez générique de ta solution, mais peut-être peux-tu prendre quelques instants pour nous présenter la solution Logisim? Alors en fait, Logisim, on a voulu donner tout sauf l'impression qu'on travaille sur le cimetière. Donc on a créé une interface qui se veut conviviale, une interface qui est colorée avec le plan du cimetière directement accessible et surtout la possibilité d'accéder à 90% des informations nécessaires à la gestion d'un emplacement de cimetière en seulement 2 clics. Ça, c'est un vrai tour de force. Donc, on est sur le plan, on clique une fois pour avoir une fenêtre résumée, on clique une deuxième fois et là, en un seul écran, on a toutes les informations nécessaires
Et là, sur l'exemple, on retrouve véritablement ce qui fait notre force et qui est un vrai souhait de répondre aux petites collectivités qui n'ont pas de service juridique pour les aider. Cette assistance juridique aux procédures où en un coup d'œil, on voit ce qui est possible ou pas possible de faire. Et dans un domaine, le cimetière, où on n'a pas véritablement le droit à l'erreur, ça fait toute la différence en fait, au niveau du secrétariat et au niveau des élus. Là, on se rend compte en fait que les collectivités partent quand même d'assez loin dans la gestion du cimetière, avec des plans qui sont pas super lisibles. On a du blanco, on a des annotations. Celui-là, ce n'est vraiment pas le pire. Et nous, ensuite, on vient retravailler au niveau graphique. On vient vérifier la présence réelle d'un emplacement sur place. Donc, il y a un vrai travail de terrain de vérification des données et surtout apporter de la clarté, apporter, comme je disais, de la convivialité, de la couleur pour donner en fait envie aux collectivités d'améliorer cette gestion. Nous, nos objectifs au final avec Logisim, et c'était l'objectif à travers cette co-construction avec cette commune de la Marne, c'était de préserver les archives du temps. Donc au final, on sait très bien que des archives papier qui sont stockées dans des armoires métalliques, c'est périssable. Nous, on vient en fait tout numériser toute cette partie de données-là. On vient la sauvegarder, on vient la rendre accessible. On sauvegarde les données sur nos propres serveurs aussi. Et surtout, on permet aux collectivités de récupérer leurs données à tout moment. Donc au final, Logisim n'est qu'un outil, ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'un outil pour permettre la gestion. Et puis nos valeurs, et ça c'est surtout lié à ma personne et ce qu'on communique avec nos clients, c'est véritablement en fait venir les assister à travers l'expertise juridique que j'ai. Donc Logisim a été créé par un juriste, pas par un informaticien. Ça permet de venir sécuriser les garde-fous, de sécuriser les procédures avec des garde-fous, pardon, de simplifier, parce qu'il n'y a pas du tout besoin de formation pour utiliser Logisim, et on vient véritablement moderniser non seulement l'outil de gestion du secrétariat, mais on vient également moderniser l'image de la collectivité auprès des habitants. Et ça, c'est intéressant dans le cadre de l'expérimentation, c'est qu'une collectivité des besoins ou des petits plus en fait peuvent arriver en cours d'expérimentation et on peut avoir très bien une demande au départ et ça a été notre cas et au final on répond à 400% par rapport à l'attente de départ et c'est ça au final cette co-construction dans le cadre de l'expérimentation qui est intéressant. Et peut-être pour reboucler sur la co-construction, l'expérimentation que tu as avec les communes, est-ce que tu peux nous repréciser comment cela s'est déroulé, sur combien de mois ça s'est étalé ce travail-là et quel était le cadre juridique et financier de ces collaborations? Alors, ça a duré à peu près 9 mois de bêta-test, on va dire, tout s'est passé en 2018 pour véritablement sortir le premier logiciel en tout début 2019. Le travail se faisait en parallèle des réunions qu'on faisait sur l'urbanisme. Donc, on faisait notre réunion en urbanisme et ensuite on parlait des besoins en matière de gestion de cimetière. Et le but, c'était d'écouter les besoins des utilisateurs. Le but, c'est pas de faire une solution pour soi, c'est véritablement de répondre à un besoin du marché qui n'est pas satisfait aujourd'hui. Au niveau du cadre financier, du cadre juridique, ça s'est passé très simplement. On a signé un devis avec la commune de Saint-Étienne-sur-Suippe, un devis à blanc, parce qu'elle, grosso modo, on lui a demandé combien elle était prête à mettre. et on est parti sur cette option-là, ce qui fait qu'il y a des développements qu'on a dû faire sur nos fonds propres de cette entreprise. Mais en parallèle, on a fait une pré-commercialisation pour se dire, on va investir, mais on a signé d'autres devis pour des communes qui n'avaient absolument pas vu le logiciel parce qu'il n'était pas prêt. Mais on avait des communes, par le fait qu'elles avaient confiance en nous de longue date, qui étaient prêtes à nous suivre dans l'aventure Logisim, oui. Et du coup, ces communes-là ont également signé un devis avec toi, c'est ça, en avance de phase? Ouais, elles ont signé un devis en avance, alors que la solution n'était pas encore prête, mais le concept même de la solution les intéressait. Okay.
Ok, ok. Super intéressant. Et du coup, ben, cette expérience hein, de co-construction, d'expérimentation et de voilà, lien avec ton usager final, quels conseils tu penses pouvoir donner à notre public aujourd'hui, que ce soit à des entreprises innovantes d'une part comme toi, et aussi éventuellement à des collectivités, à des communes? Ce qui est très intéressant dans le principe de l'expérimentation et que je trouve vraiment essentiel, c'est une écoute au final des deux parties. C'est-à-dire que l'entreprise va écouter les besoins des utilisateurs, on va pouvoir poser des questions sur le prix également, parce que quand on développe quelque chose, on ne sait pas forcément à quel prix on peut le vendre. Donc ça permet d'affiner un positionnement commercial. Ça permet d'avoir une approche du marché aussi, du marché global, et de tester cette mise sur le marché-là auprès d'utilisateurs bêta-testeurs. Donc ça, pour les entreprises, c'est véritablement génial au niveau de l'expérimentation, tous ces apports-là. On ne travaille pas dans notre coin, on travaille véritablement avec l'utilisateur final. Après, au niveau des collectivités, moi je dirais que ce que je trouve toujours magique dans le cadre d'une expérimentation, c'est qu'une entreprise qui est située à 30 km d'une mairie peut parfaitement répondre à un besoin, sauf que la collectivité n'en a pas connaissance parce qu'on est parfois sur des marchés de niche, on n'est pas sur des entreprises très communicantes. Et donc, c'est de faire remonter en fait les besoins au niveau de Grand Esteur, de véritablement utiliser ça. On a une plateforme maintenant dans le Grand Est pour que les collectivités centralisent des besoins et qu'on voit s'il y a des entreprises du territoire qui permettent de répondre à ce besoin-là, toujours dans le respect de la concurrence, bien entendu. Mais ça serait dommage d'aller chercher à Toulouse quelque chose qui se fait très bien à Troyes, par exemple. Super. Merci beaucoup Loïc pour ces quelques conseils et peut-être un mot de conclusion sur quelles sont les suites pour toi sur Logisim ou Logiplay. Eh bien, on est en plein dedans, en fait. Donc, Logisim a été créé, mais Logisim n'est fait que pour les cimetières. Donc, on a repris nos développements. Le but, en fait, c'est de nous servir de cette plateforme de gestion d'emplacement pour l'ouvrir à d'autres secteurs, comme par exemple le secteur événementiel sur la commercialisation des stands. En fait, le principe même de Logiplace, l'ADN, c'est de répondre facilement à la question qui est où. Et un espace est toujours occupé temporairement par quelqu'un. Et au final, ce qui est magique, c'est qu'on a une entreprise qui peut s'appliquer au cimetière, mais on va pouvoir l'appliquer à plein d'autres choses. Donc, si vous avez des problèmes de gestion d'emplacement, on est parfaitement à votre écoute et on essaiera d'y répondre avec grand plaisir. Super, merci beaucoup Loïc. Et je vois que on a une question qui t'est adressée. Donc, j'allais faire gentiment la transition vers les questions-réponses, mais du coup, je te propose de prendre la question tout de suite. Je crois que tu l'as vue. Oui, donc le logiciel Logisim ne s'installe pas en final sur les ordinateurs. On est sur un logiciel en ligne en mode SaaS dans notre jargon. Donc au final, Logisim est accessible depuis n'importe quel ordinateur avec un mot de passe et un identifiant. Là où en effet certains logiciels nécessitent une installation en dur sur l'ordinateur, nous on a fait le pari de l'Internet, ce qui nous permet de sauvegarder les données en différents endroits et non pas dans un seul ordinateur qui, je ne sais pas si un jour vous l'avez expérimenté, mais peut lâcher et donc perdre toutes nos données. Là, au final, on change d'ordinateur et on récupère toutes nos données. Donc, c'est ça qui est vraiment très pratique et ça s'applique parfaitement au télétravail, hein, en effet. Super. Merci beaucoup Loïc pour ton intervention. Et encore une fois, hein, pour tous les participants qui seraient intéressés par une mise en relation avec l'un des intervenants, Loïc ou autre, n'hésitez pas à nous faire un mail sur info@grandtester.fr et on pourra faciliter cette mise en relation. Donc, ce que je voulais vous proposer pour les quelques instants qui nous restent, c'est de prendre les 2-3 questions qui ont été posées via le module questions-réponses. Alors, il y avait une question, j'essaie de la retrouver, qui était une question adressée à Philippe Hainaut de mémoire, qui était une question de Renaud Francoux. Philippe, je me tourne vers toi hein, pour te la poser. Est-ce que vous auriez un exemple de ce qu'est un problème? Donc, je pense que ça fait référence au schéma que tu as fait. S'agit-il plutôt d'un problème concret rencontré par un service? Exemple, dématérialiser ses procédures internes, mieux identifier les déchets et ou bien plutôt un grand défi. Exemple, j'ai besoin qu'on aide le territoire de la métropole dans cette transition énergétique. Alizé? Oui.
Excuse-moi, j'ai été coupé. J'ai entendu, c'est la définition d'un problème, c'est ça? Exactement. Comment toi, tu définis ce qu'est un problème? Tu sais, dans ton schéma, ton triptyque, que qualifies-tu de problème? Alors, quand je dis c'est un problème, moi j'aurais tendance à dire c'est un besoin significatif dont la solution, dont la couverture n'est pas évidente. Parce qu'évidemment, des problèmes sur les territoires, il y en a plein. Et les gens d'Aganis, pour ne pas les citer, ils avaient cherché des solutions. Mais sur le marché, ils avaient trouvé des solutions trop chères, trop encombrantes, trop complexes. Bref, il y avait à chaque fois un élément limitant. Donc un problème, ça peut être petit, ça peut être plus gros, mais c'est aussi une façon de couvrir. C'est pas qu'un besoin, c'est un besoin avec des ramifications qui en font un vrai sujet. Et visiblement, c'était un vrai sujet, c'est Aganis. Il y avait un vrai problème et c'était un vrai problème de sécurité qu'ils cherchaient à couvrir parce que 2 ou 3 fois dans l'année, ils avaient ce problème et ils ne savaient pas le résoudre. Voilà. Donc, et expérimenter, c'est aussi dimensionner la solution par rapport au problème posé. Voilà, donc tout est un problème, mais évidemment, on n'est pas, c'est pas une consultation, c'est pas une couverture classique d'un besoin, c'est une couverture un tout petit peu imaginative et inventive. Okay. Merci Philippe pour ces éléments de réponse. On avait aussi Patrick Bayot qui avait donné sa propre définition d'un problème. Donc, qui est un problème est un écart entre une situation actuelle et une situation souhaitée. Ça peut donc être un souci, un défi, etc. Voilà. Alors, je passe peut-être sur une autre question. Alors, une question destinée à Loïc. Donc, à vous entendre, Loïc, la magie est venue d'échanges avec de toutes petites collectivités dans un climat de confiance. Est-ce que cela aurait été envisageable avec des plus grandes collectivités? Et je pense que cette question peut parler à plusieurs intervenants aujourd'hui. Et en fait, on a pu voir, notamment avec Metz Métropole, qu'avec des plus grosses collectivités, ça marchait aussi. Et je pense qu'au-delà de la taille de la collectivité, ce qui est intéressant, c'est l'écoute qu'on va avoir. Donc, ça va être plutôt la relation humaine qu'on va avoir entre, d'un côté, le terrain d'expérimentation, la collectivité, et l'entreprise qui va mettre à disposition ou qui va réadapter un produit. Donc, tout va se passer au final en échange, en co-construction. Le but d'une expérimentation, c'est que tout le monde soit gagnant. C'est que la collectivité ait une réponse à un problème sur laquelle il n'y a pas de solution actuellement et que pour nous, de nos côtés, start-up ou entreprise, on puisse avoir des opportunités de marché qui s'avèrent en confrontant réellement nos développements avec la réalité de terrain. Que ce soit des petites collectivités ou les grandes collectivités, dans tous les cas, en ce qui me concerne sur la gestion de cimetière, un cimetière, ça se gère pareil de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à ce qui est de la confiance avec des plus grosses collectivités. Merci Loïc. Je ne sais pas, peut-être si Philippe ou Patrick voulaient aussi réagir sur cette question. Patrick, je crois que vous avez… Je mets le micro. Ouais, je rejoins ce que vient de dire Loïc. À la base, c'est une question de relation et d'humain. Si on trouve en face des personnes qui ont envie de réfléchir ensemble à construire une solution sur mesure, on va y arriver, quelle que soit la taille de la collectivité. Là, dans l'expérimentation, j'ai travaillé, alors ça reste des petites collectivités, hein, quand je dis 6000 personnes, mais en fait, 6000 personnes, ça veut dire forcément une équipe territoriale plus importante, un plus grand nombre d'élus, donc plus d'interlocuteurs. Mais en même temps, effectivement, il y a plus de richesse de questionnements et de réponses de part et d'autre, puisqu'on est plus nombreux. Donc, en fait, on imagine plus de choses quand on travaille avec une plus grosse collectivité à la base qu'une plus petite, simplement parce qu'il y a moins d'interaction dans un cadre que dans un autre. Après, ça dépend vraiment des interlocuteurs, de leur souhait de s'impliquer, de l'envie qu'ils ont de construire quelque chose ensemble. Mais ça fonctionne aussi. Merci Patrick. Philippe, voulais-tu aussi réagir sur cette question? Non, pas nécessairement. Ok. Alors, je vais, pour ma part, prendre une dernière question et puis on pourra clôturer ce webinaire.
Donc, on a une question sur auprès de qui se positionne le programme Grand Testeur. Je vais la synthétiser comme cela. Sur la question de auprès de qui se positionne le programme Grand Testeur. Donc, d'une part, on va être en soutien des collectivités, acteurs publics ou même d'autres acteurs qui peuvent être parapublics ou des satellites de collectivités, par exemple, pour les soutenir dans leur identification de solutions innovantes qui sont sur le territoire du Grand Est. Également, on peut les soutenir dans la mise en œuvre d'une ou plusieurs expérimentations. Voilà, donc on va dire qu'il y a cette action-là auprès des collectivités et autres acteurs publics, parapublics du Grand Est. Et également, on est en action de soutien auprès des entreprises innovantes du Grand Est, où là, on a un rôle d'identification, de qualification et de référencement de solutions innovantes. Donc, vous pouvez trouver ces solutions innovantes dans le catalogue grandtesteur.fr. On a déjà une 50aine de solutions référencées, mais on a un jury au fil de l'eau qui permet justement d'avoir des nouvelles solutions innovantes qui apparaissent tous les mois environ. Et également, sur ce soutien aux entreprises régionales, on peut être également en soutien à la mise en œuvre de projets d'expérimentation, voilà, sur des aspects de cadrage, de montage, juridique, financier, méthodologique, etc. Donc, pour tous ceux qui voudraient des informations complémentaires, je vous invite simplement à nous contacter sur l'adresse que vous allez voir s'afficher à l'écran, donc info@grandtesteur.fr, et on pourra répondre à vos questions. Et donc, j'en profite pour dire un petit mot de conclusion, et je vois que le timing est déjà échu. Donc, je remercie chaleureusement tous nos intervenants de ce jour pour leur intervention et pour leur engagement au sein du programme Grand Testeur. Également, si vous souhaitez être mise en relation avec certains intervenants, n'hésitez pas à me contacter sur info@grandtesteur.fr. Quand vous quitterez le webinaire, vous verrez qu'une enquête va s'ouvrir automatiquement dans votre navigateur pour nous faire part de votre avis sur ce webinaire, mais également pour vos intérêts sur de futures sessions que nous pourrions organiser. Donc, je vous invite vivement à remplir cette enquête. Et enfin, si vous voulez pouvoir suivre les prochains événements Grand Testeur, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Grand Testeur. Donc, vous pouvez y inscrire sur le site internet Grand Testeur, ou également vous recevrez un mail avec le lien du replay de cet événement et vous pourrez également vous y inscrire. Voilà pour les quelques mots de conclusion et je vous souhaite à tous une bonne journée et merci encore à nos intervenants.